Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Carré Paris pour cette conférence Connaître et reconnaître l'autre, une lecture subjective des relations internationales, en présence ce soir de Bertrand Badi et de Christophe Ayad. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, je le présente très rapidement. Donc, Bertrand Badi est politologue, spécialiste des relations internationales, professeur des universités émérite à Sciences Po. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont Intersocialité, Le monde n'est plus géopolitique, que vous avez publié en 2020, Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale, paru chez Odile Jacob en 2021, et aussi Vivre de culture, comment peut-on être franco-persan, également paru chez Odile Jacob en 2022 et que vous avez présenté ici. À côté de vous, donc Christophe Ayad, grand reporter au journal Le Monde. Vous êtes notamment l'auteur de l'ouvrage Géopolitique du Hezbollah, paru récemment aux universités, à la presse universitaire de France, dans lequel vous examinez le poids qu'a pris cette milice au Liban, devenue désormais un État au-dessus de l'État. Donc, je vous souhaite un très bon débat à toutes et à tous, et je passe donc la parole à Christophe. Je vous remercie. Euh, je vous propose, sans attendre, d'écouter Bertrand Badi, qui va nous faire une courte présentation et je lui poserai ensuite quelques questions avant de ouvrir la parole aux internautes et à ceux qui ont pris la peine d'être présents et que nous remercions. Cher Bertrand. Cher Christophe, voilà, c'est toujours un plaisir de me retrouver parmi vous. Merci de votre présence. Merci à nos amis internautes qui sacrifient à la virtualité, qui est une forme peut-être moins humaine de contact, mais qui a au moins le mérite de pouvoir maintenir celui-ci. Euh, je suis très heureux de présenter ce livre devant vous. Vous savez, il y a une formule, moi, qui m'a beaucoup marqué. Il y en a beaucoup, hein, à mon âge, de formules qui m'auront marqué. Elle est d'Albert Einstein, qui disait, à partir du moment où tout le monde pense la même chose, c'est que tout le monde s'est arrêté de penser. Et je trouve que cette formule, elle est très einsteinienne dans sa construction et dans son affirmation, mais elle met le doigt sur un essentiel caché. Et c'est cet essentiel caché que je voulais mettre en évidence dans ce petit livre. L'essentiel caché, c'est que, par définition, un être humain est un être pensant. Et même dans les systèmes les plus répressifs, nul ne peut porter véritablement atteinte à sa liberté de penser. Peut-être ne pourra-t-il pas l'exprimer, et souvent, hélas, il ne le peut pas. Peut-être sera-t-il persécuté pour ce qu'il dit, mais l'être humain, on le sait depuis Descartes, et en fait bien avant, on le sait depuis Platon, l'être humain est un être pensant. Et cette constatation d'une très grande banalité, elle m'amène à me dire que dans cet univers, dans cet espace mondial de 8 milliards d'individus, comment peut-on imaginer que ces 8 milliards d'individus non seulement pensent la même chose, mais également pensent de la même manière? Pensent la même chose. Il y a longtemps qu'on s'accorde sur le fait que l'unanimité n'existe pas, mais pensent de la même manière. C'est déjà une démarche différente. C'est mettre le doigt sur le fait que on n'accède pas à la pensée de la même manière selon les expériences historiques que l'on a vécues. Alors, n'allons pas trop loin dans l'abstraction et dans la philosophie, mais ça m'amène à une formule volontairement provocatrice et que je mettrai au centre de ce débat et du livre que j'ai commis, à savoir, et si la vie internationale était une bataille de sens? Était une bataille de sens. Et si les déficiences multiples, terribles, belligènes dans l'intercompréhension humaine n'étaient pas la véritable explication non seulement des tensions,
non seulement des violences, mais aussi des impasses dans lesquelles se trouve le jeu international. Alors, chère Isabelle, vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'avais présenté ici ce livre Blizzard, mon coming out, vivre de culture, dans lequel je racontais mes mémoires de franco-persan, persan par mon père et français par ma mère. Et l'un des éléments que j'ai mis au centre de cette mémoire et que je mets toujours au centre de cette mémoire, c'est que je dînais à table pendant 35 ans entre mon père et ma mère. Vous savez, quand on a un père oriental, il n'est pas question d'aller dîner ailleurs qu'à la maison. Et pendant ces 35 ans, je les voyais tous les deux. Ils s'aimaient, ils s'adoraient. Je crois vraiment ils s'aimaient profondément, mais ils se sont jamais compris. Ils ne se sont jamais compris. Et je me dis, mais si un père persan qui est en France depuis 50 ans ne comprend pas une fille de notaire de Soissons, comment donc l'être souffrant du bidonville Makoko de Lagos ou des plaines dégarnies de Syrie peut comprendre le résident de la 5e avenue de New York? Et on pourrait continuer dans cette direction. Et donc, de, j'ai fait ce choix méthodologique, théorique, paradigmatique, de réorienter l'analyse des relations internationales vers cette découverte du poids du sens et de la subjectivité dans les relations internationales. Alors, c'était un défi parce que, comme vous le savez, j'irai rapidement sur ce point parce qu'il est connu, toute la science des relations internationales, et à partir de la science des relations internationales, ça veut dire aussi la pratique, y compris la pratique diplomatique des relations internationales, se trouve objectivée, c'est-à-dire repose sur une mécanique universelle des corps. Et le maître à penser dans le domaine, c'est Hobbes qui nous disait, bon, ben voilà, il y a des États souverains, ces États souverains, pour régler leurs différends, n'ont pas d'autre façon de faire que de se faire la guerre. C'est cette métaphore très célèbre que utilise Hobbes pour comparer les États à des gladiateurs. Donc, les relations internationales, dans la théorie réaliste, et je dirais même dans la théorie idéaliste, dans l'institutionnalisme libéral, bref, toutes les écoles de relations internationales ne laissent aucune place à la subjectivité. Et la preuve de ça, c'est que quelle est la déesse des relations internationales? C'est la géopolitique. La géopolitique qui prétend faire dériver de la configuration territoriale du monde les lois de l'histoire des relations internationales. C'est-à-dire, un gros qui est à côté d'un petit, la Russie est à côté de l'Ukraine, donc mécaniquement, la Russie va chercher à s'emparer de l'Ukraine. Ouais, mais qui regarde la carte? Un être humain. Qui interprète la carte? Un être humain. Et si à la place de Poutine, il y avait eu au Kremlin Gorbatchev, l'histoire n'aurait pas été la même. Ce qui prouve bien que la logique interprétative est bien la logique qui gouverne les relations internationales. La manière dont chacun interprète, c'est véritablement ce qui ouvre le chemin des relations internationales, qui le rend sanglant ou pacifique, avec tous les intermédiaires possibles et imaginables. Et du coup, j'en ai tiré 3 conclusions, et je terminerai sur l'énumération de ces conclusions. La première conclusion, c'est que je pense qu'on ne peut pas comprendre les relations internationales sans savoir, sans avoir en tête qu'il y a 2 systèmes internationaux dans lesquels nous vivons en même temps. Et c'est là la grande difficulté. Il y a le système international officiel, celui qui est tracé par le droit, par l'histoire diplomatique,
par la théorie des relations internationales, par cette socialisation à l'international qui s'est faite essentiellement à partir de l'aventure européenne dite westphalienne. C'est un système auquel les princes sont accrochés. Soit ils le sont de culture, des princes occidentaux, soit ils le sont de stratégie, c'est-à-dire considérer que se rallier à ce système est la condition non seulement de leur survie, mais d'obtenir peut-être quelques avantages. Et ce système international officiel, qui ne veut pas abdiquer de ses certitudes, est confronté à un système international réel, celui qui est fait de cette multiplicité d'essences et qui est en train de faire naître de grandes dynamiques sociales. Et plus je vieillis, et en ce moment ça va très vite, donc plus je vieillis, plus je suis persuadé que le jeu international est une tension permanente entre un politique sclérosé et des dynamiques sociales audacieuses. Et rien mieux que le conflit israélo-palestinien nous le démontre, c'est-à-dire une sorte de gel diplomatique qui va de l'indifférence au cynisme face à la question palestinienne, et une société qui, elle, s'éveille à la réalité des sens qu'il y a derrière ce conflit et dont l'expression la plus, j'allais dire magnifique, mais je ne veux pas me rendre trop vite partisan, c'est ce qui se passe sur les campus universitaires. La nouvelle génération, la génération des 20 ans, est une génération qui est socialisée au sens de la mondialisation et qui est parfaitement marquée par ce sens de l'humiliation, du ressentiment, de la domination, de l'inacceptable. Alors que le propre du politique, c'est de rendre acceptable tout ce qui est inacceptable. Et cette tension que l'on voit, mais que je vois moi en direct dans ma maison à Sciences Po, hein, ma maison parce que ça fait 56 ans que j'y suis, c'est extraordinaire. Ces politiques qui n'ont qu'une envie, c'est d'envoyer les flics pour matraquer les étudiants, et des étudiants, je vais vous donner un scoop, ils sont pas islamo-gauchistes, ils sont pas wokistes, ils sont pas fréro-salafistes, ils s'en foutent. Simplement, ce qu'ils me disent à longueur de journée, parce que j'ai la chance de parler avec eux, c'est quand même 35 000 morts. Quand même. Et le droit international là-dedans. Le droit international, ils étudient, hein, ils passent des examens sur le droit international. Alors, je ne comprends pas, on nous dit des trucs. Eh bien, vous voyez ce choc qu'il y a entre le système officiel irréel et le système social réel. Et j'en viens à ma deuxième conclusion. Il n'y en aura pas trois, je vous rassure. J'ai fait une fusion en cours de route pour aller plus vite. C'est quelle est la méthode? Eh bien, la méthode, c'est d'abord de tout changer. Moi, je pense que si vous avez des manuels de relations internationales, cramez-les, ça ne sert plus à rien. Tout ça, c'est dépassé. Tous ces ouvrages sont dépassés. D'accord? Et il faut reposer des questions. Alors, il y a un monsieur, moi, qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, qui m'a beaucoup guidé dans mes recherches. C'est un grand anthropologue américain qui s'appelle Clifford Geertz. Et son magnifique livre, The Interpretation of Cultures. Je pense qu'il faut refaire cette anthropologie, faire une anthropologie des relations internationales. C'est-à-dire essayer de enfin commencer à comprendre le monde dans lequel on est. C'est pas mal quand même de pouvoir enfin essayer de comprendre l'autre. C'est-à-dire, est-ce que je me comprends moi? Probablement. Mais et si je me mettais à comprendre l'autre? Ben, les relations internationales, c'est ça. Vos manuels de relations internationales, ils vous apprennent à comprendre ce que comprend un Européen. Moi, je vous dis, faisons des relations internationales une science qui nous permettra de comprendre l'autre, de construire scientifiquement l'altérité. Alors, c'est quoi? Ben, c'est toute une batterie de questions. C'est comment l'autre pense. Je fais en ce moment une recherche sur la paix.
j'ai été absolument subjugué de voir les sens incroyablement différents que la paix peut avoir à travers les mots du lexique arabe, chinois, peul, bantou. C'est extraordinaire. Vous baladez dans cet univers de sens, vous voyez déjà que la paix n'a pas le même sens d'un espace à l'autre. Mais la nation n'a pas le même sens, le territoire n'a pas le même sens, la puissance n'a pas le même sens. Hein. Déjà, entre le français et anglais, on ne se comprend pas sur puissance. Parce que les Anglais disent power, et nous, on dit puissance, pouvoir, pas la même chose. Les Italiens, potere, potenza, Macht, Herrschaft en allemand, etc. Bon. Et on s'aperçoit que tout le vocabulaire des relations internationales renvoie à des sens très très différents. Donc, si on commençait tout simplement par se poser la question de que pense l'autre? Deuxième question, comment l'autre pense que je pense? C'est quand même intéressant de se demander, un Gazaoui sous les bombes, comment il pense un Français, un Américain, un Israélien éventuellement. Et troisième question, comment l'autre pense de la manière dont je pense. C'est-à-dire, nous sommes dans un jeu d'une dialectique extrêmement forte qui a pour fonction de réintroduire cette subjectivité à chaque virage, de manière à mieux comprendre les options, les choix stratégiques, les constructions politiques et institutionnelles. Alors pourquoi ne pense-t-on pas de la même façon? Alors là, attention, qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Cette différence dans les sens, c'est pas comme le dirait Monsieur Huntington. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Huntington, Samuel Huntington, qui a été quand même parmi les démons de la science politique. C'est pas parce que les gens sont différents, que les cultures sont irréductibles les uns aux autres, ça c'est de l'essentialisme. D'ailleurs, moi aussi, pardon de parler de moi, mais comme je fais du subjectivisme, j'ai tous les droits. Moi, je pense comment? Comme un Persan ou comme un Français? Quelle est ma culture, moi? Bon, donc c'est pas la culture qui fait la différence. Ce qui fait la différence, ce sont les expériences. Et justement, construire une analyse des relations internationales, c'est comprendre comment des expériences différentes peuvent conduire, à une construction différente de sens. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais c'est pas le seul élément. Il n'y a pas que l'expérience qui fait la différence dans les sens. Il y a le ressenti qui dérive de cette expérience, et notamment un paramètre que l'on n'a jamais voulu prendre au sérieux en relation internationale, qui est l'humiliation, le ressentiment. Alors moi, il y a quelque chose qui m'énerve, il y a beaucoup de choses qui m'énervent, c'est pour ça d'ailleurs que je suis obligé de me soigner, mais il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'on dit les émotions. C'est pas des émotions, l'humiliation, c'est pas une émotion. Il y a une traduction émotive de l'humiliation, mais ça, c'est l'écume des choses. L'émotion, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de structurant, c'est quelque chose même de rationalisé. Interroger les Chinois sur la guerre de l'opium, interroger des Algériens sur la guerre d'indépendance et surtout sur ce qui s'est passé avant, interroger, ça je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, un Burkinabé sur la manière dont il a ressenti la visite d'un président que je ne peux pas nommer à Ouagadougou, qui avait dit du président Kaboré de l'époque, ah, tiens, il est parti réparer la clim. Essayez de savoir comment il a ressenti ça. C'est pas seulement de l'émotion, c'est tout un passé qui est ressorti, tout un sentiment d'inégalité. C'est cette espèce, il y a dans les relations internationales, je vais emprunter la formule de quelqu'un que vous connaissez, une sorte de racisme d'atmosphère. C'est-à-dire cette façon sourde de continuer de pérenniser, je dirais, la verticalité de la représentation des relations internationales. C'est-à-dire, il y en a qui sont au-dessus des autres.
Et ça, on n'arrive pas à défaire ça. Et donc, on n'arrive pas à défaire tout le système de sens qui en dérive. Alors, il y a aussi d'autres choses, bien sûr, le positionnement social, l'intérêt immédiat. Il y a quantité de paramètres qu'il faut construire pour essayer d'expliquer cette diffraction des sens. Mais, et je termine sur cette phrase, la diffraction des sens, c'est pas la diffraction de l'humanité. C'est toujours le même être humain. Mettez un Français dans une situation d'humiliation, eh bien, il se comportera exactement comme un Algérien ou un Chinois. Voilà. Et ça, c'est l'autre perversité de nos relations internationales que de vouloir essentialiser les cultures et donc miser sur l'irréductible différence qu'il y a entre les humains. Non, moi, mon projet, c'était de remettre l'humain au centre des relations internationales, l'humain universel, mais l'humain qui traverse des expériences différentes. Merci beaucoup, c'est très très riche. Il va y avoir beaucoup de questions à poser. D'abord, je voudrais dire que je suis doublement heureux d'être là aujourd'hui. D'abord parce que Bertrand Badi a été mon professeur, qui m'a beaucoup marqué, au point qu'on m'avait reproché à l'oral de sortie de Sciences Po d'être un peu culturaliste. Et deuxièmement, parce que c'est à l'occasion de la sortie de ce livre, euh, Vivre de culture, qui m'a beaucoup beaucoup touché pour des raisons personnelles que je ne suis pas là pour développer. Euh, la première question qui me vient à l'esprit, c'est, vous parlez longuement dans votre livre de l'humiliation personnelle et euh, des peuples, qui peut être un moteur négatif, mais aussi positif, lorsque cette humiliation euh, a donné lieu, a donné matière à réfléchir, à s'améliorer, à changer, à bouger éventuellement. Euh, Comment on peut, dans les relations internationales, réparer l'humiliation? Par quoi? Par le sens ou par le droit? Ah, magnifique question. On voit que vous étiez à Et, bonne école. et j'y pense notamment parce qu'il y a un président dont on a parlé qui s'est donné pour, euh, entre autres, pour mission de traiter, on pense qu'on veut du résultat, et on peut parler du résultat, je suis désolé, je vous interromps, de traiter des séquelles laissées par la guerre d'Algérie euh, sur les mémoires. Euh, Est-ce que c'était la voie à emprunter ou est-ce qu'il y avait des choses plus concrètes à faire pour traiter de cette blessure encore vivace en Algérie et beaucoup trop oubliée en France? Ouais, c'est un magnifique débat, hein, et surtout c'est un magnifique projet de recherche, parce que j'ai pas du tout la prétention d'avoir une réponse définitive et prescriptive. Alors, première remarque, s'il a essayé de soigner, il s'est planté. Parce que pour parler presque aussitôt après de rente mémorielle, ça, quand vous dites ça à quelqu'un qui a souffert, je suis pas sûr qu'il apprécie beaucoup. Et puis, rajouter une couche en disant, mais de toute façon, la nation algérienne n'existait pas avant la colonisation, ce qui est une double faute. D'une part, parce que justement, la nation, telle qu'il l'a en tête, c'est une catégorie de l'histoire occidentale. Donc, étonnez-moi en disant que dans un univers extra-occidental, la nation n'existait pas avant que l'Occident vienne y mettre son nez. Ah bah quelle découverte, n'est-ce pas? En revanche, là où ça devient outrageant, c'est que quand il n'y a pas la nation, il y a quantité d'autres choses. Et on sait depuis Ibn Khaldun et d'autres qu'il y a d'autres formes de socialisation qui ont une pertinence politique qui est au moins égale à celle de la nation. Alors maintenant, pour répondre à votre question, je pense d'abord qu'il faut, et c'est la première difficulté, distinguer entre l'humiliation comme culture, c'est-à-dire comme ressentiment partagé par un très grand nombre d'individus appartenant à une même collectivité, et l'humiliation comme stratégie, c'est-à-dire comme instrument de mobilisation qu'utilisent des entrepreneurs politiques pour euh, agir sur la scène internationale. Le meilleur exemple, c'est Poutine. Voilà. Euh,
la Russie a été objectivement humiliée au lendemain de 1991. Elle l'a été doublement parce que quand on est défait, bah, on est humilié. Ça, j'en ai parlé à Monsieur de la Palisse, il m'a dit que j'avais raison. Voilà. Mais pour une deuxième raison, c'est que au lieu de chercher à intégrer, et ça c'est une première réponse, l'intégration, chercher à intégrer ceux qui ont été rejetés, on a essayé de les marginaliser davantage. En maintenant l'OTAN alors que le pacte de Varsovie était dissous, en refusant cette redéfinition de la sécurité européenne, cette maison Europe dont on parlait et qui était le dernier espoir de Gorbatchev. Euh, Hier encore, un journaliste d'un grand quotidien du soir me racontait la rencontre entre Gorbatchev et Mitterrand, où Gorbatchev suppliait Mitterrand de construire cette maison Europe et que Mitterrand, bah, déjà peut-être un peu affecté par la maladie, avait du mal à suivre. Euh, et donc ça, c'est l'histoire de l'humiliation du peuple russe. Et là-dessus, il y a un entrepreneur cynique qui s'appelle Vladimir Poutine qui s'est pointé, qui s'est dit, tiens, ça c'est une bonne idée, je vais en faire la marque de ma campagne pour devenir président de la Russie. Et ça a parfaitement marché. Et tout ce qu'il a entrepris, la guerre en Géorgie, la guerre en Syrie, la guerre en Crimée, puis ensuite l'offensive contre l'Ukraine, et j'en passe, c'était destiné à dire au peuple russe, je vous rends votre dignité et votre puissance. Alors, c'est très difficile, du coup, quand on est à l'extérieur de ce chaudron, de dire comment calmer l'humiliation légitime et profonde d'un peuple, tout en ne faisant pas le jeu de l'entrepreneur d'humiliation, de ce stratège, de ce manipulateur de l'humiliation. C'est un grand problème. Dans le conflit russo-ukrainien aujourd'hui, il faut en même temps rassurer la société russe, ce qui est une démarche légitime, mais il ne faut absolument pas donner à Poutine le sentiment que son agression est payante et que, bah, dans le fond, s'il fait la même chose le lendemain avec la Moldavie, ça lui permettra encore de franchir un cap. C'est très très difficile. Alors, ce que je crois, j'en parle dans mon livre, puis j'en parlerai beaucoup dans le livre qui est sur le point de sortir une fois l'été passé, quand les jours commenceront à raccourcir. Je crois il y a trois voies. La première voie, j'en ai dit un mot tout à l'heure, je vais très rapidement, c'est la voie de l'altérité, c'est-à-dire la meilleure façon de corriger l'humiliation, c'est de la comprendre. Comprendre l'humiliation de l'autre. Regardez le discours en Occident sur l'humiliation, c'est toujours un discours de déni. Mais non, les Russes sont pas humiliés. Mais non, les Arabes sont pas humiliés. Mais non, les Chinois sont pas humiliés, etc. Bon, comprendre. Et comprendre, bah, ça implique beaucoup d'humilité et de modestie. Hein. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Deuxième élément, là je m'étonnerait peut-être un tout petit peu plus, c'est la reconnaissance. Alors c'est très intéressant le mot reconnaissance. Le mot reconnaissance, il est au centre du vocabulaire officiel des relations internationales. La reconnaissance d'État. Quand vous faites des études de droit international, quand vous faites des études diplomatiques, quand vous êtes jeune stagiaire diplomate dans une ambassade ou dans une administration des affaires étrangères, on vous apprend toutes les conventions en matière de reconnaissance. Mais il y a un auteur dont personne ne parle, qui s'appelle Matthias Sizer, qui est allemand, je crois, ou autrichien, je ne peux pas dire, qui a très intelligemment fait tout un ouvrage pour montrer que la reconnaissance juridique, ce n'est au mieux que le petit bout de la lorgnette, et c'est même peut-être le contraire de la vraie reconnaissance. Et s'appuyant sur des auteurs comme Honnête, par exemple, il explique que la vraie reconnaissance, c'est l'estime. Or, qu'est-ce qu'il y a comme estime en relation internationale? Est-ce que vous parlez à un diplomate brillant et compétent de l'estime, il vous dit ah mais c'est pas dans mon vocabulaire ça. Et c'est très intéressant. Alors il y a un auteur qu'il faudrait inviter au CAREP une fois, qui est Aristote. Bon,
problème, c'est qu'il se déplace plus maintenant. Il est quand même d'un certain âge, etc. Et Aristote a dans l'Éthique à Nicomaque des phrases absolument extraordinaires en disant distinguons entre les types d'amitié et vous avez l'amitié affective, on est copains, on s'aime bien, etc. Et puis vous avez, je dirais, l'amitié rationnelle. L'amitié rationnelle, j'aime pas dire, certains disent l'amitié utilitaire, c'est quelque chose d'un peu cynique. L'amitié rationnelle, c'est la conviction que l'on ne peut pas construire des relations durables autrement que sur le partage d'un certain nombre d'objectifs. Et ça, le métier diplomatique devrait le mettre au centre de sa réflexion. Ce qu'on ne fait pas, parce que la mode en diplomatie, c'est la sanction ou ne pas parler à. Oh là là, dès qu'il y a quelqu'un qui... on ne peut parler qu'au prince Albert de Monaco, hein, en gros. Dès qu'il y a quelqu'un qui commence à être un peu différent de moi, voilà, on va pas parler au Hezbollah, on va pas parler à l'Iran, on va pas parler évidemment au Hamas, on va pas parler à je sais pas qui encore, pas parler à Assad, on va parler ça. Dans la vie, nous dit Aristote, aimer au sens affectif quelqu'un, vous n'êtes jamais obligé, vous n'êtes pas obligé d'embrasser euh, euh, Ismaël Haniyeh ou Dave ou je ne sais qui, mais vous devez savoir partager quelque chose qui vous permet de construire le partenariat dont vous avez besoin pour animer les relations internationales. Et ça efface. Je vous assure, ça marche, ça efface l'humiliation. Et cette dualité, hein, reconnaissance, estime et partage, je crois que c'est quelque chose de très intéressant. Il y a aussi je lisais ce matin pour autre chose, pour un bouquin que je suis en train de terminer, Mandela. Et Mandela disait, ça sert à rien, mais absolument à rien, de construire un ennemi. Tant que vous construirez un ennemi, il ne se passera rien. Ce qu'il faut, c'est construire les bases de l'amitié. Ça ne veut pas dire que j'adorerai, ça ne veut pas dire que j'approuverai, mais ça veut dire que je commencerai à créer des passerelles. Et vous savez peut-être, moi je l'ai découvert ce matin, que le premier acte de Mandela quand il est devenu président d'Afrique du Sud, il a invité toutes les vieilles, pardon le terme, premières dames d'Afrique du Sud, de l'apartheid, pour avoir une bouffe avec toutes les jeunes dirigeantes ou femmes de dirigeants de la nouvelle Afrique du Sud. Alors, Madame Vervoorde, elle devait avoir 95 balais à ce moment-là, donc elle s'est excusée. Ben, qu'est-ce qu'il a fait, Mandela? Il est allé la voir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il s'est prosterné, qu'il a dit, bah, dans le fond, vous aviez raison, vous êtes... Non, dire, bon, bah, ouais, essayons de faire, voyons ce qu'on peut faire, quoi, c'est tout. Et ça, je vous assure que ça gomme l'humiliation, puisque Christophe a la gentillesse de faire référence à mon bouquin de coming out. Moi, pendant toute mon enfance, on ne voulait pas me parler. Parce que j'étais le bico youpin, donc l'homme avec qui il ne fallait surtout pas parler. Et quand je suis arrivé à Sciences Po, hein, j'avais quand même 18 ans, on a commencé à me parler. J'étais vachement étonné. J'ai aussi lui prendre, me parler. Et là, j'ai découvert l'humanité. Et les gens avec qui je parlais, c'était pas forcément des gens qui pensaient la même chose, qui avaient les mêmes goûts. Quelquefois, il y en a qui m'agaçaient sérieusement. M'agacent. Vos copains, ils vous agacent pas de temps en temps. L'agacement, c'est une forme d'amitié. Ils m'agacent, m'énerve. Bon, mais en même temps, il y a du lien. L'autre chose qui m'a frappé dans votre présentation, c'est que vous naviguez sans cesse entre les peuples et les individus. Les peuples étant constitués d'individus, mais est-ce que qui fait l'histoire finalement? Qui font qui fait les relations internationales? Est-ce que ce sont euh,
les Poutines, les princes, etc. Ou est-ce que ce sont les peuples, le peuple russe, le peuple français, le peuple algérien, sur un temps long? C'est-à-dire l'histoire des peuples n'étant pas au même rythme que cette histoire officielle des relations internationales que vous dénonciez justement en disant comme obsolète, sachant que les peuples, eux, bah, finissent toujours par et est-ce que les peuples finissent toujours par l'emporter euh, dans un sens qui est le progrès? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une vision, sinon heureuse, du moins optimiste, de l'histoire des relations internationales? Alors, je crois que là aussi, vous mettez le doigt sur quelque chose de très gros en même temps et de très important. Si on regarde le point de départ des relations internationales au sens moderne du terme, c'est-à-dire interstato-national, hein, c'est-à-dire ce qui s'est passé à partir de la Renaissance, Westphalie, la fin de la guerre de 30 ans, etc. C'était une époque doublement limitée. D'abord parce que les affaires internationales n'étaient l'affaire que des princes, et de princes qui étaient très proches et très voisins. Et donc, le sens n'avait pas ce rôle médiateur qu'il a actuellement. Euh, la seule énigme qu'il y avait dans les relations internationales, disons, entre le 17e ou 16e et le 19e siècle, c'est qu'est-ce qu'il a dans la tête, le cousin, là, qui est le monarque d'en face. Mais le système de sens, au sens de Clifford Geertz, était le même. Je veux dire, entre Charles Quint et François Ier, il n'y avait pas de divergence de sens. Et tous ces monarques partageaient la même histoire, justement, la même expérience, partageaient le même idéal éliassien de la société de cour, hein, en quelque sorte. D'ailleurs, ils se mariaient entre eux, c'est pour ça que vers la fin, ils avaient les têtes que Goya et Velázquez avaient su justement aimablement moquer. Euh, et donc, c'était un tournoi, c'était un jeu d'échecs. Et de ce fait, les peuples étaient complètement à l'extérieur. Alors c'est très intéressant parce que l'extériorité des peuples était même marquée dans la guerre. On n'allait pas faire au peuple l'honneur de le rendre combattant. Le peuple ne connaissait la guerre qu'à travers les razzias, les épidémies dont il était collatéralement victime. Puis il y a eu un premier choc. Le premier choc, ça a été la Révolution française, qui, dans le sens de ce que Habermas a bien démontré dans l'espace public, pardon, euh, à savoir une appropriation. Le peuple, à partir de 1792, a voulu s'approprier les relations internationales. Et je chante souvent cette strophe du chant du départ qui est très belle. Tremblez ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tyran descendez au cercueil. C'est très important ça, parce que ça veut dire que le sens de la guerre révolutionnaire, c'était le peuple qui allait supprimer, anéantir le despotisme. Et alors, on a eu très peur dans les cours européennes. Et comment on a rattrapé ça, notamment à partir de 1815 et du Congrès de Vienne, c'est à partir de la conversion du nationalisme en patriotisme, c'est-à-dire un nationalisme qui devenait contrôlé. Vous voulez vous mêler des affaires internationales, oui, d'accord, mais derrière le prince. Vous défendez votre patrie. Et le paroxysme de cela, ça a été la Première Guerre mondiale. Et donc le peuple, là, il était dans les relations internationales, mais il était passif dans les relations internationales. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est produit quand même trois grandes ruptures après 1945. La première, c'est la décolonisation. Alors la décolonisation, c'est un événement majeur, la décolonisation. Il est tellement majeur qu'on nous interdit d'en parler et de l'enseigner. Or, la décolonisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire la victoire du faible sur le fort. Et ça veut dire surtout la victoire de sociétés, qui étaient des sociétés plus ou moins organisées, sur des États.
C'est-à-dire une revanche du peuple comme ça n'avait jamais existé, en tous les cas, à l'échelle des relations internationales. À l'échelle des révolutions, oui, à l'échelle des relations internationales, non. Donc ça a été un phénomène extrêmement bouleversant. Et Gaza aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un État-puissance face à un peuple. Et donc, il y a là une rupture qui fait, je me suis fait pas mal engueuler d'avoir dit ça récemment, que regardez l'histoire, les peuples qui se révoltent dans les guerres de décolonisation n'ont jamais été vaincus. Je ne connais pas une guerre de décolonisation qui est tournée à l'avantage de la puissance coloniale. C'est quand même intéressant à noter. Oui, mais j'ai failli me faire inculper pour apologie du terrorisme en disant une chose pareille. Faire attention. Si on m'écoute, je n'ai pas dit ça. Hein. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est bien entendu les États qui ont raison. Hein, bien entendu. Bon, il y a maintenant un troisième élément de réponse à votre question. C'est que dans ce que... Alors, pardon, je parlais de la décolonisation. Le deuxième facteur, ça a été la chute du mur et la fin de la bipolarité. Parce que la fin de la bipolarité a complètement déclivé l'espace mondial. C'est-à-dire, il n'y avait plus alignement obligatoire derrière deux idéologies, que ce soit le marxisme ou le libéralisme, pour parler. Et puis, le troisième élément, c'est la mondialisation. Et là, la mondialisation a à nouveau tout bouleversé. Pourquoi? Parce que dans une logique de mondialisation, euh, l'individu a directement accès aux relations internationales. Parce que les relations internationales désormais sont visibles, quels que soient les efforts de certains États pour ne pas montrer les images de destruction, bah, elles courent partout. Donc tout le monde le sait et le sait immédiatement, ce qui est nouveau. Hein. Moi qui ai vécu le temps de la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie, c'était pas comme ça. Euh, les massacres du 7 octobre, tout le monde les a vus. Les massacres de Philippeville en 1955, personne ne les a vus. Ou alors on a vu quelques vagues photos et bien plus tard. Donc il y a ça. Et puis il y a surtout quelque chose dont je fais presque ma religion, qui est avec la mondialisation, la construction dans la tête des gens d'un imaginaire mondialisé. C'est-à-dire que de plus en plus, les individus, surtout de la jeune génération, se situent pas dans leur ville ou dans leur État-nation ou dans je ne sais quoi, mais dans le monde. Et moi, ça m'a beaucoup frappé en parlant avec mes étudiants à Sciences Po. Ceux qui étaient le plus mobilisés pour Gaza, c'est ceux qui avaient cette conscience de mondialité la plus affirmée, en disant, mais me fout pas mal de savoir si c'est un Gazaoui, un Libérien ou un Nicaraguayen qui tombe sous les bombes. Ce que je vois, c'est un être humain qui tombe sous les bombes. Et ça, c'est un raisonnement nouveau qui n'a plus rien à voir avec le nationalisme ou le patriotisme d'antan et qui fait que dernier élément de réponse à votre question, il y a une atomisation des relations internationales, une individualisation des relations internationales. Vous avez 8 milliards d'acteurs et le rythme des relations internationales, c'est le rythme de l'agrégation de 8 milliards de regards portés sur les relations internationales. Et contre ça, le prince ne peut plus grand-chose, il est complètement englouti. En même temps, vous disiez, hmm, si Gorbatchev avait été à la place de Poutine, on n'en serait pas forcément là où on en est en Ukraine. Donc les princes gardent quand même un pouvoir et une influence sur les relations internationales et l'histoire. Alors, je vais faire une réponse macronienne parce que c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que j'ai commencé exprès cet exposé, et c'est au centre de mon bouquin, en disant, attention, nous sommes, du fait de ces transformations, maintenant, non pas dans un système international, mais dans deux systèmes internationaux. C'est-à-dire, il y a le système international officiel qui a de moins en moins de prise sur la réalité, et il y a le système international réel qui est pratiquement pas institutionnalisé. Mais donc, effectivement, les décisions, les choix politiques, les votes aux Nations Unies, les décisions de sanctions, les décisions de politique étrangère, d'intervenir, de pas intervenir, d'envoyer des troupes, de pas envoyer des troupes, de condamner, de pas condamner, tout ça, c'est la voix du prince. Mais on voit que c'est une voix qui est dans l'incomplétude permanente, c'est-à-dire qui ne parvient pas, comme la voix d'un Charles Quint, d'un Louis XIV, d'un Napoléon, d'un Metternich ou d'un Bismarck déterminait finalement le jeu international, ça c'est terminé. Et pourquoi
nos gouvernants, alors celui-ci en particulier, ça vous coupez, hein, Monsieur Biden de la même façon, tellement peur des mouvements étudiants, c'est que ces mouvements étudiants sont en train de casser le monopole absolu que les politiques avaient sur les relations internationales. Rappelez-vous la guerre de 67, bon, il y avait, hein, moi je me souviens, il y avait quelques petites manifestations, mais pas grand-chose. Mais tout le monde était suspendu à que va dire le général de Gaulle, que va dire Lyndon Johnson, que va dire Léonid Brejnev. Rappelez-vous 73, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 23 octobre 73, alerte atomique déclenchée par Nixon suite à la décision annoncée de Brejnev d'envoyer des troupes sur le canal de Suez pour empêcher la progression de l'armée euh, d'Ariel Sharon vers le Caire. Euh, comment ça s'est terminé? Nixon déclenche alerte atomique. Brejnev était au Bolchoï en train de regarder un spectacle. Le téléphone sonne dans sa loge. On lui dit il y a Nixon au bout du fil. Et en une minute, le problème est réglé. Une transaction entre Brejnev et Nixon. C'est ce que j'appelle la diplomatie transactionnelle, qui était la diplomatie reine jusque s'accomplissent ces ruptures, notamment la dernière, la mondialisation. Maintenant, regardez ce que vaut la parole d'un Biden ou d'un Blinken dans le conflit israélo-palestinien. Rien, zéro. C'est tu causes. Bon, donc c'est vrai que les princes sont toujours là, c'est vrai qu'ils prennent des décisions officielles, c'est vrai que tout le monde les regarde et les écoute, y compris avec angoisse, mais rien de ce qu'ils disent et décident ne s'accomplit dans le nouveau jeu des relations internationales qui se trouve médiatisé par ces dynamiques sociales, ces tectoniques de société où, faut quand même pas oublier le fil de notre échange, la pluralité de sens joue un rôle encore plus remarquable que dans la société de princes. Dans la société de princes, est-ce que véritablement il y avait une différence de sens entre Nixon et Brejnev? Je pense pas. Je pense qu'ils étaient tous les deux euh, dans le même code, l'usage du même code de la bipolarité. Il y en a un qui était marxiste, enfin en principe, et l'autre qui était libéral en principe, mais surtout, ils étaient parfaitement attachés au code de la bipolarité et qui a parfaitement fonctionné. Alors, justement, vous faisiez allusion à la mondialisation, ce qui me permet d'y revenir et d'essayer de rassembler deux questions en une que je me posais. L'une, c'était quand est-ce que la mondialisation est devenue, enfin, si vous me direz si je me trompe, mais quand est-ce qu'elle est devenue malheureuse? On a eu l'impression d'une mondialisation heureuse dans les années 90, mais heureuse pour qui? Et qui est devenue malheureuse dans les années 2000. À quel moment? Pourquoi? Ce qui m'amène à ma deuxième question et qui est un peu la même, c'est il y a eu le sentiment, euh, en tout cas vu de France ou d'Occident, d'un progrès. Et puis, vous avez aujourd'hui une majorité de l'opinion publique qui est persuadée que ces enfants vivront moins bien que eux-mêmes, que le progrès s'est arrêté et que nous sommes dans une sorte de même de rebours, période de rebours, ou alors de dérive vers quelque chose de absolument inquiétant, que ça soit l'état de droit, que ça soit l'état du climat, de la planète ou des conditions de vie ou sociales. Alors, là aussi, grosse question. Moi, je n'ai jamais utilisé cette formule, ou cette formule binaire de la mondialisation heureuse, de la mondialisation malheureuse. Moi, j'ai toujours considéré,
subjectiviste que je suis, que la mondialisation, elle sera ce qu'on en fera. C'est-à-dire, si on en fait du bien, elle sera bonne, si on en fait du mal, elle sera mal. Hein. Euh, Simplement, on peut interpréter, à nouveau démarche interprétative, cette formule de mondialisation heureuse par rapport à la conviction qui s'est installée à la toute fin du XXe siècle et qui a couvert, en gros, la première décennie de l'actuel siècle, qui est que la mondialisation, ce n'était que le triomphe et l'aboutissement du néolibéralisme. C'était l'époque, rappelez-vous, où écrivait un Fukuyama, la fin de l'histoire. Alors, on venait de mettre à bas le système soviétique, il restait plus que le système libéral, et la mondialisation allait s'accomplir partout de la même façon et libérer les individus. C'est pour ça qu'on parlait de mondialisation heureuse. D'abord parce qu'elle allait les enrichir, et d'autre part parce qu'elle allait favoriser en même temps la démocratie, le progrès de la démocratie. La Chine allait devenir démocratique avec le marché, ça a été dit et redit, et puis la paix aussi, c'est-à-dire on va plus se faire la guerre. Donc c'est pour ça qu'on parlait de mondialisation heureuse. Simplement l'erreur qu'on commettait, c'est que la mondialisation, c'est pas le néolibéralisme, et puis le néolibéralisme, c'est pas non plus le bonheur. Enfin, c'est au moins deux erreurs. Mais comment s'en est-on rendu compte? Bah, c'est intéressant. Ça a été les premières réformes du FMI, les ajustements structurels, les émeutes de la faim. Ça a commencé au Venezuela, hein, c'est intéressant. Avant même, bien entendu, Chavez, puis ça s'est propagé, rappelez-vous, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, etc. Et là, il y a eu le premier choc, on s'est dit, mais dans le fond, elle n'est pas aussi sympa que ça, cette mondialisation, et puis derrière ça, ce néolibéralisme qui finalement fait souffrir les peuples, et notamment les peuples du Sud. Et de ce point de vue-là, la construction subjective, parce que c'est une notion purement subjective, de l'idée de Sud global, s'est amorcée là, c'est-à-dire lorsqu'on s'est aperçu que les plus pauvres devenaient l'otage d'un système néolibéral. Et puis il y a eu une troisième étape. Une troisième étape qui est extrêmement intéressante et qui, elle, date carrément du début du XXIe siècle, qu'un grand auteur économiste américain, Branko Milanovic, a magnifiquement décrite, qui est la prise de conscience par la classe moyenne américaine que la mondialisation lui avait fait plus de mal que de bien et que finalement la mondialisation, au lieu d'enrichir les États-Unis, ont appauvri, au moins en termes relatifs, la classe moyenne américaine. Et chose la plus horrible, qu'elle a finalement davantage servi la Chine que les États-Unis. Alors que les États-Unis, moi je me souviens très bien quand on allait débattre dans les universités américaines à la fin du siècle dernier, disaient mais la mondialisation, c'est nous qui l'avons inventée. Il se considérait comme le vrai papa de la mondialisation, ce qui était complètement idiot. Mais c'était une idée. Alors, il y a un grand monsieur, un néerlandais, Jan Hart Scholte, qui a complètement cassé ça. Bon, attendez, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et il avait raison. Et donc, l'amertume, le ressentiment, peut-être même l'humiliation de la classe moyenne américaine, ça a donné le Trumpisme. C'est-à-dire, mais la mondialisation nous dessert, vive le protectionnisme, vive le néo-souverainisme, abat l'interventionnisme, la guerre du Vietnam, puis ensuite la guerre d'Irak, et sans compter celle d'Afghanistan, ça coûtait très cher. Donc, on s'est mis à détester la mondialisation et à réhabiliter ce néo-souverainisme. Et puis, le vent a porté ce nuage vers l'Europe, et effectivement, dès les contre-coups de la crise de 2007-2008, l'Europe a dit, mais ouais, rétractons-nous dans nos frontières, jouons du nationalisme, et c'est là que de nouveaux entrepreneurs politiques ont vendu ce néo-nationalisme, ce néo-souverainisme qui présente la mondialisation comme une chose détestable. Mais moi, personnellement, moi, j'ai toujours aimé la mondialisation. Ah oui,
J'adore cette mondialisation parce que je pense que la fin au sens finalité de l'humanité, l'accomplissement de l'humanité, c'est le cosmopolitisme. Et ça, c'est un pas de géant vers le cosmopolitisme. Vous savez, moi, dans mon métier, j'ai une chance extraordinaire, hein. C'est que pendant 50 ans, j'ai vécu avec des jeunes de 20 ans. Et c'est eux qui m'ont appris à rester dans le monde. Et encore aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui. Je veux dire, du haut de mes 74 ans, quand je parle à mes jeunes étudiants de 20 ans, ce superbe amphi qu'on a fait à Sciences Po le 30 avril dernier, eh bien, ils m'apprennent ce qu'est le rythme du monde. Et un jeune aujourd'hui, mais il est dans le monde. Pour lui, la mondialisation, ça y est, c'est fait. Et puis, je vais faire mon année de césure en Australie. Et puis après, ah ben, je vais quand même faire maintenant, il y a une deuxième année de césure entre le Master 1 et le Master 2. Je vais le faire au Congo, ou au Tchad, ou je sais pas quoi. C'est formidable. Mais c'est absolument formidable. Et moi, vous savez les efforts que j'ai dû faire pour parler anglais? Hein, que la première fois que je suis allé à Oxford et que j'ai fait ma conférence en anglais, un senior lecturer d'Oxford m'a dit, Oh, Bertrand, wonderful. Your lecture was wonderful. I could follow you in French. Quelle peau de vache. Bon, bah oui, mais ça, c'est ma génération. Ma génération n'imaginait même pas que l'on doive s'exprimer dans une langue dite étrangère, d'ailleurs le terme est tout un programme, pour s'accomplir dans notre profession. Et je ne veux pas me vanter, mais il n'y a pas beaucoup de collègues de ma génération qui acceptent d'aller faire des conférences en anglais. Bon, maintenant, j'ai dû m'y mettre, et parce que on est passé dans un autre rythme, et ça, c'est pas la mondialisation heureuse ni la mondialisation malheureuse, c'est la mondialisation objective. On est en ce moment dans la séquence de la mondialisation objective. Il dépend que de nous de donner une traduction positive à la mondialisation objective. C'est pas le néolibéralisme ou le socialisme, quoi. Non, c'est la solidarité, c'est le multilatéralisme accompli, et c'est l'humanité. L'humain d'abord. Comme l'heure tourne, je vais m'autoriser une dernière question avant de passer la parole au public. Euh, alors, c'est un peu vache parce que c'est une question assez vaste, mais en même temps, elle porte sur un seul point. Pourquoi le conflit israélo-palestinien nous touche, enfin touche tous autant sur la planète? C'est-à-dire, c'est quasiment le seul conflit où du Congo au Venezuela, du Cambodge moi, je me souviens très bien. Je veux dire, j'avais suivi des élections, les premières élections démocratiques en République démocratique du Congo, et c'était au moment de la guerre. Bon, c'était pas le conflit israélo-palestinien, c'était Israël-Hezbollah 2006. Et les Quinois qui ne savaient pas si ce processus allait déboucher sur un bain de sang, sur un coup d'État, sur machin, me disaient tous, on est très inquiets pour ce qui se passe au Liban. Je leur disais, mais vous pourriez être un peu inquiets pour ce qui se passe au Congo. Mais non, c'est cette terre-là, cet endroit-là de la terre concerne tout le monde. Pourquoi? Oh, c'est pas une question vaste, c'est une question d'abord tout à fait pertinente et qu'on se pose beaucoup. Alors, euh, elle est d'autant plus intéressante qu'elle pose un vrai problème de relations internationales. Dans l'histoire, disons depuis 45, parce que pas non plus monter trop haut, quelles sont les guerres qui ont véritablement touché ce début d'opinion publique internationale et pourquoi? Alors, c'est vrai que le conflit israélo-palestinien bat probablement tous les records et j'y viendrai très vite pour expliquer cette particularité, mais croyez-moi, la guerre du Vietnam, moi je me souviens, hein, j'ai passé mon bac avec un pin marqué FLN à Saigon et Comité Vietnam et je sais pas quoi, etc. Régis Debray dans les prisons boliviennes et toute la guérilla en Amérique latine.
Il y a un effet générationnel, quand même. Et puis, une autre guerre que dans une émission de France Culture avant-hier, où on posait pratiquement la même question, on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui a joué un rôle extrêmement important dans la conscientisation de la mondialisation, qui a été la guerre du Biafra. La guerre du Biafra, à la fin des années 60, je dis pour nos jeunes amis, ça a été l'invention euh, du, de l'humanitaire. C'est là que Kouchner, Broman, Ruffin ont fait leurs premières armes, hein. Et on parlait énormément de la guerre du Biafra. Il y avait d'ailleurs une petite manipulation politique, parce que De Gaulle était tellement content de mettre le nez dans le caca des Britanniques qui avaient loupé leur décolonisation, alors qu'on disait que la France avait le monopole de l'échec de la décolonisation, qu'il en rajoutait une cuillère. Mais enfin, quand même, il y avait une adhésion. Alors, ceci étant, c'est vrai que le conflit israélo-palestinien mobilise encore davantage. Le conflit d'Ukraine a quand même pas mal aussi mobilisé. C'est vrai qu'il est un peu effacé par le conflit israélo-palestinien aujourd'hui. Pourquoi? Alors, il y a d'abord un phénomène qui est connu de tous, mais qui me paraît très important, c'est l'effet de durée. La durée peut lasser, mais généralement, la durée dans la souffrance, elle crée l'inquiétude, l'angoisse et l'exaspération. Euh, on est maintenant dans une guerre de 76 ans. Et j'ai bien peur que la guerre de 100 ans soit battue dans les décennies qui viennent. Donc cette durée, la durée, je disais, elle crée des comportements sociaux d'exaspération et d'angoisse, mais elle est aussi structurante. Un conflit ne peut pas durer 7 décennies sans structurer, organiser le système international, ses diplomaties, mais aussi, pour reprendre le fil de notre échange, les alignements politiques des forces, des organisations et des individus. Ça, c'est un deuxième, c'est un premier élément du moins. Le deuxième élément, c'est que il y a et ça, faut faire très attention. Moi, personnellement, ça m'inquiète beaucoup. Le vieux système international officiel et institutionnel, est en train de construire un narratif extrêmement dangereux sur le conflit israélo-palestinien, qui consiste à dire que Israël est la pointe avancée de la civilisation occidentale au Proche-Orient. Ça a l'air de rien, mais ça peut faire énormément de mal. C'est une idée qui trottait déjà depuis une vingtaine d'années dans la tête des uns et des autres, qui justifiait la démarche de certains envisageant de faire entrer Israël dans l'OTAN, hein. Et la porte n'est pas non plus totalement ni définitivement fermée. Euh, mais c'est le monde occidental a toujours vécu sur l'idée que les relations internationales ne pouvaient être que clivées et ne pouvaient être que schmittiennes, c'est-à-dire formées d'amis ou d'ennemis. Ça, c'est très intéressant parce que quand on parlait de sens et de bataille de sens, pour un Chinois, ben, ça n'a aucun sens. Carl Schmitt, j'ai pas interrogé Xi Jinping là-dessus, mais je crois qu'il s'en fout complètement, hein. Et le fait de vouloir à tout prix reconstruire le conflit israélo-palestinien comme étant l'affrontement d'un ami Israël et d'un ennemi, c'est-à-dire le djihadisme d'atmosphère ou pas d'atmosphère, l'islamisme, enfin tout ce que nous connaissons bien, c'est en ce moment un point de mire commun d'à peu près toutes les diplomaties occidentales, de M. Macron à M. Biden, en passant par M. Sunak, Mme Mélanie, etc., etc. Ça, c'est quelque chose d'extraordinairement dangereux. Je vous ferai remarquer que cette idée, les Occidentaux flirtaient avec pendant la bipolarité, mais ne l'avaient jamais totalement accomplie. Durant la bipolarité, Israël était soutenu par le camp occidental, le monde arabe
par le camp soviétique, même si c'était un petit peu plus compliqué que ça, mais c'était, comme toujours sur la bipolarité, davantage une, une alliance de procuration qu'une alliance d'intégration. C'est-à-dire, nous sommes les garants d'Israël et nous, on est les garants de la Syrie. Vous savez, je répète toujours cette fameuse phrase de Hafez el-Assad quittant le Kremlin en 1988 après une rencontre décevante avec Gorbatchev et qui dit à Khaddam, son ministre des Affaires étrangères de l'époque, il va falloir changer de patron. C'est quand même, je ne sais pas si c'est apocryphe ou pas, mais c'était très évocateur. Donc on est dans une logique de patronage. Là, on est dans une logique d'identification. C'est quelque chose de beaucoup plus dangereux parce que ça empêche la diplomatie occidentale de se penser autrement que dans un soutien inconditionnel à Israël. Et je pense que la visibilité de ce conflit s'en trouve renforcée. Et puis enfin, et pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est le niveau social, ce que j'appelle le vrai système international. Et là, je dis à mes amis étudiants, je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous sont encore des étudiants, mais vous savez, un bon étudiant l'est toute sa vie, hein, euh, le concept futur de relations internationales, c'est le concept d'identification. C'est-à-dire la grande question, c'est quel est ce mystérieux processus par lequel des individus, des groupes, des collectivités s'identifient à une cause qui n'est pas la leur. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait un sens que dérisoire autrefois. Nous, en 68, quand on défilait en applaudissant Che Guevara ou Ho Chi Minh, c'était au mieux une espèce de sympathie affectée. Là, maintenant, c'est autre chose. C'est vraiment de l'identification. C'est notre cause. Moi, mes étudiants de Sciences Po, dont je suis si fier, hein, mes étudiants de Sciences Po, ils s'identifient. C'est leur cause. C'est leur cause, la cause palestinienne. Bon. Et cette identification, elle passe par un certain nombre de relais. J'en vois trois. Il y a quelque chose, peut-être qu'un jour j'en ferai un bouquin, ça me paraît tellement important, c'est l'international de la souffrance. Je souffre et il y en a d'autres qui souffrent comme moi. Je vous ai sûrement raconté, parce que ça m'a beaucoup marqué, ce jour, il y a deux ans à peu près, où avec ma femme, on prenait un café boulevard de Grenelle, et tout d'un coup, j'ai vu passer un cortège de gilets jaunes, et au milieu de ce cortège de gilets jaunes, il y avait une bonne dame, style classe, ce que les anglo-saxons appelleraient lower middle class, qui portait un drapeau palestinien. Du coup, je me projette dans la rue, laissant tomber ma femme et mon café, et je vais voir cette dame. Je dis, mais pourquoi vous avez ce drapeau palestinien? Elle a cru que je l'engueulais, donc elle m'a dit des choses désagréables que je ne vous répète pas. J'ai dit, mais non, madame, moi je trouve ça très bien, mais je veux comprendre. Et elle a eu cette phrase, qui est, à mon avis, la phrase la plus pertinente de relations internationales. Alors, une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus de Raymond Aron, il n'y a plus de Morgenthau et il n'y a plus de Kissinger. Elle a dit, bah, de ce qu'on m'en a dit, il paraît que ces gens-là, ils sont comme nous, ils souffrent. Eh bien, cette logique de l'identification à la souffrance, c'est l'un des vecteurs essentiels des relations internationales. Vous avez aussi des effets d'identification négative, c'est-à-dire l'exaspération devant l'indifférence. Le politique est titanisé devant les conflits et je vois bien comment les jeunes ne comprennent pas justement qu'on soit indifférent à la guerre au Congo, qu'on soit indifférent à la guerre au Soudan. Enfin, ce qui se passe au Soudan est quand même absolument invraisemblable. Tout le monde s'en fout. Quand la guerre du Yémen, bon, qui n'est pas non plus tout à fait éteinte, mais enfin, quand elle brûlait de ses feux, personne ne savait. Je pense que certains dirigeants pensaient que le Yémen était en Amérique du Sud. Hein, c'était pas du tout au programme. Euh, et donc, les jeunes ne supportent plus cette politique de l'indifférence et du cynisme. Je crois que c'est un deuxième élément. Et puis, il y a un troisième élément, qui est la sensibilité à ce que d'aucuns appellent double standard ou deux poids, deux mesures. Il y a dans la mondialisation, on ne peut que se révolter contre l'inégalité. Et l'inégalité de traitement entre les morts israéliens et les morts palestiniens, ou entre les drames
israélo-palestiniens et les drames russo-ukrainiens, et encore une fois, c'est pas pour dévaloriser ceux qui sont valorisés. Pour moi, tout ça, c'est la même chose, hein. Un mort, c'est un mort. Bon, mais justement, le fait que ce ne soit pas le cas crée un sentiment d'identification extrêmement fort. Et ça, si vous voulez, vous aviez autrefois ce délit de non-assistance à personne en danger. Vous avez un pauvre homme, une pauvre femme qui chancelle dans la rue, euh, vous passez, vous êtes indifférent, ça choque. Vous avez envie d'aller le secourir. Mais aujourd'hui, la personne qui tombe dans la rue, si c'est dans la rue de Ouagadougou ou de Facher ou de Sanaa, ben vous la voyez. Et donc, vous avez cette logique d'identification, hein. Et donc, cette identification en marche, elle est pour toutes les raisons que j'ai indiquées, je crois, particulièrement forte dans le conflit israélo-palestinien. Ça ne veut pas dire que s'il y avait un autre conflit qui venait à éclater, ça ne jouerait pas. Mais il y a aussi le rôle des médias. Pourquoi les médias ne parlent pas du Soudan? Je pense que Monsieur de... Enfin non, je m'arrête là parce que je vais avoir des... Bien, je propose que euh, les, les personnes présentes puissent poser des questions si elles en ont envie. Il n'y a pas de questions dans la salle. Je vais peut-être poser les questions qui sont parvenues sur Zoom. Alors, une première question d'un auditeur qui demande, donc en quoi comprendre ce que pense l'autre et comment il pense permet-il de trouver une solution aux problèmes du monde? Comprendre que le gouvernement israélien justifie ses actions actuelles, largement soutenues en Israël, par la certitude de mener une lutte existentielle de défense de la survie du peuple israélien, permet-il d'imaginer des solutions? Donc ça, c'est une première question. Une deuxième question euh, de Bénédicte Florin. Donc, on comprend bien l'analyse des mobilisations des jeunes pour Gaza, mais il semble qu'il n'y en a pas eu de telles et à ce niveau pour d'autres conflits, notamment l'Ukraine, mais aussi la Syrie avant. Est-ce que c'est en raison de l'ancienneté de la cause palestinienne ou est-ce qu'il y a d'autres explications à cela? Donc, peut-être que je m'arrête avec les deux. Alors, oui, c'est des questions, merci de les avoir posées parce qu'elles permettent de lever des malentendus ou des risques de malentendus, et notamment dans la première question, j'ai senti un risque de malentendu. Et c'est de ma faute parce que je n'ai pas assez clairement dit que la compréhension, elle avait de multiples fonctions. Je me limiterai à deux. La compréhension, c'est que on ne peut pas d'abord se comporter de façon pertinente face à l'autre si on ne maîtrise pas les visées, les projets de l'autre. C'est-à-dire que même d'un point de vue purement stratégique, comprendre l'autre permet de définir soi-même une attitude qui soit pertinente, c'est-à-dire adaptée à ce que l'autre cherche. Par exemple, je crois qu'on n'a pas pu en parler, mais c'est très important, Israël ne comprend la sécurité qu'à travers la puissance. C'est-à-dire le postulat de la politique étrangère israélienne, c'est on sera en sécurité si on est fort. Le calcul s'est révélé faux. Les États-Unis avaient fait le même calcul, ils ont eu le 11 septembre. Le calcul du power politics par Israël a conduit au 7 octobre, ce qui prouve que force n'aboutit pas à invulnérabilité, contrairement à ce que disait Hobbes, contrairement à ce que disait Clausewitz, contrairement à ce que dit la grande théorie réaliste. Savoir donc, et c'est quelque chose de très grave, que Israël n'a pas de plan B, c'est-à-dire hors l'escalade de puissance, Israël n'a pas un répertoire
qui lui permettent d'opter pour d'autres stratégies, pour d'autres options stratégiques. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, du point de vue même de la définition de sa propre stratégie, c'est important. Et puis, deuxièmement, comprendre l'autre. Alors, nous dit le grand anthropologue allemand, philosophe allemand Hans-Georg Gadamer, c'est viser la fusion des horizons. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas atteindre la paix si vous ne faites pas l'effort de comprendre l'autre. Mais faire l'effort de comprendre l'autre, ça ne veut pas dire capituler devant l'autre. Et c'est là qu'il faut insister sur la différence. La phrase la plus stupide et la plus dangereuse qui n'ait jamais été prononcée, c'est de dire que expliquer revient à excuser. Ça a été la défaite de la pensée, la défaite absolue de la pensée. D'ailleurs, ce jour-là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y avait un énorme bruit. C'était et Platon et Aristote et Hegel et Kant et Rousseau qui se retournaient dans leur tombe. C'était absolument affreux. Le passant Premier ministre français. C'était, oui, quelqu'un qui se présentait comme Premier ministre. Ouais. Et ça a été relayé par un jeune monsieur tout à fait récemment. Mais, et c'est là justement que les sciences sociales ont toute leur importance. Les sciences sociales sont là pour expliquer, sont là pour comprendre, mais nous sommes des individus libres. Et la compréhension n'abolit pas notre jugement de valeur. Je comprends qu'Israël se sente menacé dans sa sécurité, je dois en tenir, et pour cela utiliser la puissance, je dois pour cela me méfier de ce que sera sa réaction, qui sera une réaction de surpuissance et non de désescalade dans la puissance. Et je dois aussi penser à l'avenir, un régime international capable de rassurer, c'est-à-dire de donner à Israël des garanties de sécurité si un jour on arrive, mais hélas, on en est loin, à une paix dans la région et à une solution à deux États. Tout ceci, c'est effectivement la gymnastique diplomatique, mais qui ne veut pas dire ils pensent comme ça, donc ils ont raison. Le plan n'est pas le même. Alors, la deuxième question, vous voyez, le coup classique, c'est qu'on s'investit tellement dans la première qu'on oublie la deuxième. Ben ça, on a, et c'est aussi la question de Christophe. Mais vous savez, il ne faut pas non plus simplifier. Il est totalement faux de dire que les étudiants ne s'intéressent au conflit israélo-palestinien. Seulement, j'en profite pour introduire une dernière variable. On les, comment dirais-je, on les autocensure tellement sur le conflit israélo-palestinien qu'ils ont encore plus envie d'en parler. Et ça, c'est quelque chose que je constate des visus. Hein. Quand vous dites à un jeune, t'occupe pas, d'ailleurs pas seulement un jeune, n'importe qui, t'occupe pas, c'est pas ton truc, ben, on a envie d'y regarder à deux fois. Hein. C'est le cabinet de Barbe Bleue. Eh ben, je vais vous poser l'autre question. Alors, c'est une question qui est arrivée assez tôt dans le débat de Denise Hérocal. Elle dit merci pour cette conférence très stimulante. Et est-ce qu'on est parvenu à construire l'ordre mondial post-1945 euh, en parvenant à mieux comprendre l'autre ou est-ce grâce à une forte expérience commune par la guerre, l'humiliation à laquelle chacun a pu goûter? Ah, c'est une très belle question, Euh, mais je répondrai en partant dans l'autre sens. C'est-à-dire, je pense que 1945 a scellé le monde sur un gigantesque malentendu. Et c'est ce malentendu, vraiment dans tous les sens du terme, y compris dans le sens étymologique, qui fonde les tensions que nous connaissons aujourd'hui.
Le système onusien a été fondé en 1945, le code contemporain des relations internationales en 1945, les manuels et les théories des relations internationales en 1945. Et 1945, c'était quoi? C'était l'apothéose de la puissance. La puissance venait de gagner et elle avait gagné de manière vertueuse. Elle avait écrasé le monstre nazi. Donc, le power politic, c'était l'évidence des relations internationales. Mais en 1945, il y avait 51 membres des Nations Unies. Le Sud était pratiquement absent, hein. Il y avait le Libéria, l'Éthiopie, l'Inde qui allaient entrer aux Nations Unies, etc. L'Iran, puis que les pays d'Amérique du Sud, bien sûr. Mais le Sud n'existait pas, hein. Enfin, euh, dans son contexte actuel. Et puis surtout, c'est peut-être le plus important, en 1945, personne ne parlait de sécurité globale. La sécurité, le risque d'insécurité, c'était l'autre, c'était mon voisin. On n'imaginait pas que le risque principal d'insécurité, ça allait être la totalité, c'est-à-dire le risque climatique, le risque sanitaire, le risque alimentaire, etc. Et vous savez qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui ne savent pas ce que veut dire sécurité globale, hein. Vous avez deux parlementaires, alors ça, moi, j'ai avalé 3 tubes de Lexomil ce jour-là, hein. Euh, deux parlementaires, il y a quelques années, qui ont déposé une proposition de loi de sécurité globale. Je dis fantastique, fantastique, quel progrès! C'était en fait une loi de protection de la police. Vous savez même pas, ces gens-là, que la sécurité globale, c'est la sécurité climatique, c'est la sécurité alimentaire, c'est la sécurité sanitaire, etc. Et j'ai reçu des tonnes de mails de mes collègues, notamment anglo-saxons, qui disaient qu'est-ce qui se passe chez vous? Vous avez fumé votre moquette, etc. You smoke your carpet. Mais en 45, tout ceci était totalement ignoré. Donc, je pense que le malheur, c'est que 45 a ossifié ce que j'appelais tout à l'heure le système international officiel, dans l'ignorance complète de ce système euh, social, intersocial qui était en train de se constituer, et on en est là, parce que le système onusien ne peut pas s'en sortir. Le système onusien reste hypothéqué par cela. Et quand on veut l'amender, ben, il y a les vétos de qui ont le moins intérêt à l'amender en ce sens, et vous voyez de qui je veux parler. Donc on est au contraire dans un système d'incompréhension énorme, hein. Et il faut voir le calvaire qu'a été la construction d'un Sud global dans l'histoire du multilatéralisme. Euh, Quand le premier secrétaire général des Nations Unies, Trygve a démissionné, il y a eu deux candidats, il y a eu trois candidats pour le remplacer, la sœur de Nehru, le ministre des Affaires étrangères iranien Nasrallah Intezam, qui était le premier président de l'Assemblée générale, et c'est dit, hein, quand même, il faudrait un vrai homme, hein. C'est comme ça qu'on a décidé à Marshall d'être le troisième candidat. Évidemment, il a été élu. Et lorsqu'on a fait face à la grande vague de décolonisation, qu'est-ce qui s'est passé? On a amendé le système onusien. Bon, on a créé la CNUSED, le PNUD. Pas grand, c'est des choses très bien, mais c'est pas grand-chose. Et euh, on a surtout créé le minilatéralisme pour qu'on se retrouve très vite dans l'entre-soi des développés et qu'on se protège des parvenus qui risquaient d'arriver. Donc on est dans ce malentendu-là aujourd'hui. Monsieur. Merci, Monsieur Badi, pour cette conférence vraiment très, très riche. J'aurais une question simple. Pendant la guerre froide, l'ennemi de la France, notre ennemi, c'était bien sûr le bloc de l'Est, avec l'Union soviétique et ses alliés. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, notre vrai, véritable ennemi est toujours la Russie de Poutine? Eh bien, merci monsieur de me poser cette question parce que je vais pouvoir
à la fin de cette séance ainsi m'éclater, je pense que nous sommes arrivés à une époque où la notion ennemie ne fait plus sens. Et que si on veut véritablement progresser dans les relations internationales, faut enlever ça. Faut tuer Carl Schmitt, quoi. Et cette idée que on est amis ou ennemis. Regardez la réalité du monde aujourd'hui. Il n'y a plus d'amis et d'ennemis. Regarde, c'est ce que j'appelle, moi, l'union libre diplomatique ou le polyamour diplomatique. Regardez Erdogan. Il passe une nuit avec Poutine, une autre avec Netanyahou, une troisième avec Khamenei, une quatrième même avec le Premier ministre grec, là, Monsieur Mitsotakis, vous avez vu, il était à Athènes il y a 2 jours. De temps en temps, il oublie, il se réconcilie avec sa vieille maîtresse Biden, etc. Mais on est dans une situation de fluidité absolue. Et si vous voulez décrypter le conflit israélo-palestinien en termes d'amis ennemis, vous ne trouverez que les Occidentaux pour servir la cause. Hein, et encore les Occidentaux au sens strict du terme. Aller positionner Orban dans le conflit israélo-palestinien, c'est rigolo, c'est un beau sujet, ça. Hein. Faudrait un numéro spécial d'un grand quotidien du soir pour en parler. Euh, Regardez la gymnastique de Zelensky sur le conflit israélo-palestinien. Vous savez que l'Ukraine s'est abstenue sur le vote à l'Assemblée générale de reconnaissance de Palestine comme 194e membre, mais le discours de Zelensky est extraordinaire. Regardez Poutine lui-même. Poutine, il est copain comme cul et chemise avec Netanyahou. Et en même temps, il reçoit les gens du Hamas à Moscou. C'est extrêmement compliqué. Donc, tout ça, c'est pas de la fantaisie. C'est même plus de la transgression. C'est devenu le jeu banal. Regardez le coup de Xi Jinping réconciliant l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et on pourrait continuer comme ça jusqu'à demain matin. Hein. Et il n'y a que l'Occident, pour des raisons d'histoire, de sens, pour des raisons de culture, qui veut absolument se définir pour ou contre. Et effectivement, lorsque l'URSS s'est effondrée, on s'est gratté la tête, on s'est dit, mais qui on va prendre maintenant pour être heureux comme ennemi? Alors on a essayé de prendre la Chine. Et vous rappelez comment les États-Unis, c'était déjà George W. Bush, enfin c'était tout au début, avaient balancé un avion militaire sur Hainan. Et à l'époque, Jiang Zemin a téléphoné à Bush en disant hey, je crois qu'il y a un avion à vous qui s'est perdu, on vous le garde et quand vous voulez le récupérer. Ah, bon, pourquoi? Parce que la Chine voulait entrer à l'OMC à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis après, on s'est dit, oh, bah, après le 11 septembre, il y a encore mieux que la Chine, il n'y a qu'à prendre l'islam. Bon, prendre la religion comme ennemi d'un bloc d'État, ça fait pas très sérieux, ça n'a pas marché. Bon, alors maintenant, on essaye avec l'Iran, avec je ne sais quoi, mais ce n'est plus dans la grammaire actuelle des relations internationales. Pourquoi? Parce que avant la mondialisation, le concept clé des relations internationales, c'est la souveraineté. Et être souverain, c'est être souverain contre quelqu'un. Vous ne pouvez pas être souverain sans être souverain contre quelqu'un. Sinon, vous n'êtes plus souverain. Or, aujourd'hui, la mondialisation, c'est l'interdépendance. L'interdépendance, ça veut dire que qu'il me plaise ou qu'il me plaise pas, je dépends de lui et il dépend de moi. Et alors, du coup, le faible dépend toujours du fort, mais le fort dépend de plus en plus du faible. C'est le cas en matière énergétique, en matière de matières premières, en matière démographique, en matière d'économie globale, etc. Donc, l'ennemi, c'est une figure anachronique. Ça ne veut pas dire que ça nous promet un destin de paix, parce que vous pouvez très bien avoir de grands malheurs avec quelqu'un qui n'est pas votre ennemi. Hein. C'est même souvent des amis que viennent les déconfitures les plus graves. Non. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on vous libère. Un très grand merci à vous, Monsieur Merci à Bali. vous. Merci aussi beaucoup à Christophe Ayad pour sa modération. Et je me permets, pour celles et ceux qui nous suivent sur Zoom et pour
celles et ceux présents dans la salle, d'annoncer la prochaine conférence au CAREP le 29 mai sur les répercussions régionales et internationales de la guerre contre Gaza avec David Géraud, Marwan Bichara, Leila Sera, Alain Grèche et Nadia Lassouni. Et nous avons une autre conférence le 30 mai, cette fois-ci sur la crise de l'État en Tunisie avec Yad Ben Achour et la modération par Salam Kawakibi. Merci beaucoup à toutes et à tous et très bonne soirée à vous.